Une finale de Coupe d'Afrique des Nations, a priori, ça devrait être une fête, non. Le point d'orgue d'un continent qui vit pour le foot. Oui, sur le papier, c'est ça. Mais ce soir-là, au Maroc, l'ambiance était différente, plus lourde. Il y avait le poids de l'histoire. 50 ans d'attente pour tout un pays. Une pression monumentale. Exactement. Et on sentait que ça dépassait le simple enjeu sportif. Quand le match a commencé à dérailler, on a bien vu que la question, c'était plus de savoir qui allait gagner. C'était qu'est-ce qui se joue vraiment, là, sous nos yeux. C'est la bonne question. Le contexte est primordial pour comprendre ce qui a suivi. On a d'un côté le Maroc, le pays hôte, poussé par une nation entière. Pour eux, c'est plus qu'une finale, c'est presque une formalité attendue depuis un demi-siècle. Une obsession, même. C'est ça. Et de l'autre, le Sénégal. Et les sources sont très claires là-dessus. C'est une équipe qui est décrite comme solide, puissante et surtout préparée mentalement. Préparé à quoi, hein? Préparée à un environnement hostile. Et comme on va le voir, ils avaient bien raison de se méfier. Et cette méfiance, elle s'est confirmée de manière assez brutale dans les dernières minutes du match. J'ai le souvenir d'un sentiment de malaise en regardant ça en direct. On sentait que la logique du jeu était en train de se casser. C'est là que tout bascule. Le premier acte du drame, si on veut, le Sénégal marque. Un but qui semble parfaitement valable. Qui est valable, non? D'après tous les ralentis, il n'y a pas de débat? Indiscutable. Tous les analystes sont d'accord. Et là, coup de sifflet, but annulé. Et le plus troublant? Ce qu'il ne va même pas consulter son écran. Aucune intervention de la VAR. La décision n'est prise en quelques secondes, sans aucune vérification. C'est ça qui est fou. La technologie qui est censée enlever le doute, elle est utilisée ici pour l'installer. En ne s'en servant pas, l'arbitre envoie un message, en fait. Ben oui. Et le message est d'autant plus clair avec ce qui se passe juste après. Le deuxième acte? Le deuxième acte. À peine 2 ou 3 minutes plus tard. Action dans la surface sénégalaise. L'attaquant marocain, Brahim Diaz, qui tombe. Le contact semble très léger, pourtant. Très léger. Mais là, comme par magie, l'arbitre, qui n'avait pas jugé utile de vérifier un but, il arrête le jeu, il écoute son oreillette et il va vers son écran. Ah, cette fois, il y va. Cette fois, il y va. Et après une longue consultation, il revient et il siffle le pénalty. Donc, si on résume, sur un but clair et net, on ne vérifie rien. Sur une chute plus que discutable, on sort le microscope. Difficile de ne pas y voir une intention. C'est ce qu'on appelle une application à géométrie variable de la règle, oui. Mais le terme est faible. On est face à une rupture d'équité flagrante. Ce n'est plus une simple erreur d'arbitrage. Non. Quand on décide d'utiliser un outil de manière aussi contradictoire sur deux actions aussi décisives et rapprochées, on sort du domaine de l'erreur. On entre dans celui du biais de décision. Le pénalty lui-même est extrêmement litigieux. Diaz cherche clairement le contact. Et face à ça, la réaction sénégalaise est... Radical. Ils ne protestent pas seulement. Non, ils font bien plus. Ils quittent le terrain. En pleine finale. C'est l'arme nucléaire, quoi. Ils disent « votre jeu est truqué, on n'y participe plus ». C'est un moment de chaos total. Il faut s'imaginer la scène. Le match est interrompu, le stade est suspendu, les joueurs sénégalais se dirigent vers le tunnel. S'ils ne reviennent pas, ils perdent par forfait. Exactement. C'est un risque énorme qu'ils prennent. Pendant presque 10 minutes, plus personne ne sait si la finale va reprendre. C'est une image rarissime à ce niveau. Ça traduit un sentiment d'injustice absolue. Et au milieu de ce chaos, il y a un homme qui garde son calme, Sadio Mané. Son leadership à ce moment-là est exceptionnel. Les sources le décrivent comme étant dans la stratégie, pas dans l'émotion. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pendant que ses coéquipiers sont hors d'eux, prêts à tout laisser tomber, lui, il les rassemble. Il ne crie pas, il en parle. Il les calme un par un. Il leur explique que partir, c'est leur donner la victoire, c'est donner raison à l'arbitre. Il transforme la rage en carburant. Exactement. Il les persuade que la seule réponse, c'est de revenir et de gagner, de leur prouver, même contre l'arbitre, qu'ils sont les plus forts. Et ce qui est fou, c'est que cette scène, elle avait presque été anticipée par leur entraîneur, Aliou Cissé. Ah oui, c'est un détail qui, avec le recul, fait froid dans le dos. En conférence de presse avant le match, il avait dit avoir préparé psychologiquement son équipe à d'éventuelles erreurs d'arbitrage. Ça en dit long sur le climat de méfiance quand même. Ça révèle un manque de confiance totale dans l'impartialité de l'institution. Il s'attendait à ce qu'on essaie de les voler. Et on en arrive à ce penalty. Le moment de la délivrance pour le Maroc. L'instant qui doit sceller 50 ans d'attente. Et là, le scénario bascule dans une ironie presque cruelle. On peut parler d'un retournement de situation psychologique comme on en voit rarement.
Alors, que se passe-t-il? Brahim Diaz prend le ballon, la tension est à son comble, et il décide de tenter une panenka. Une panenka, dans ce moment-là. C'est soit du génie, soit de l'arrogance pure. C'est ce que tous les analystes ont conclu. Un geste complètement déconnecté de la gravité du moment, naïf, arrogant. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Sa tentative est complètement ratée. Le ballon c'est une sorte de ballon flottant, pathétique, qui arrive tout doucement dans les bras du gardien, Edouard Mendy. Qui n'a même pas besoin de bouger. Même pas. Il se relève et il bloque le ballon. L'image est terrible. Le silence du stade marocain. En une seconde, le Maroc passe du rêve au cauchemar. Incroyable. Le pénalty qui devait les crucifier devient en fait l'étincelle qui les sauve. La dynamique s'inverse complètement. C'est un séisme psychologique. Le pénalty controversé, au lieu de tuer le match, vient de détruire le mental des Marocains et de galvaniser les Sénégalais. Et la suite, on la devine. La suite est presque écrite. Les Sénégalais, portés par ce sentiment d'avoir survécu à l'injustice, dominent la prolongation. Ils finissent par marquer. Et ils remportent la coupe. Une victoire méritée, pas seulement sur le plan sportif, mais surtout sur le plan mental. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Mais en fait, le vrai scandale, il ne fait que commencer. Et il ne se joue plus sur le terrain, mais dans les coulisses du pouvoir. Oui, parce que l'homme dans la cabine de la VAR ce soir-là, l'architecte de cette controverse, n'est pas un inconnu. Ah non! Non, et c'est là que l'affaire prend une toute autre dimension. L'arbitre en charge de la VAR, c'est le Gabonais Pierre Atcho. Et ce nom, il est déjà sur le bureau des instances disciplinaires. Pour une autre affaire. Pour une autre affaire. Il est la cible d'une plainte officielle, très argumentée, déposée par la Fédération algérienne de football. Pour quel motif? Le même genre de géométrie variable? Exactement le même mode opératoire. Sur un match Algérie-Nigeria, Atcho était aussi à la VAR. Il y a un pénalty jugé flagrant par les Algériens, mais il a regardé les images et a décidé qu'il n'y avait rien. Aucune intervention. Donc on a un arbitre qui, à quelques jours d'intervalle, ne voit pas une faute évidente, mais en voit une sur une chute très discutable. La contradiction est totale. Et ça fragilise énormément sa défense. Deux poids, deux mesures. Mais une plainte d'une fédération, ça peut rester lettre morte, non? Habituellement, peut-être. Mais ce qui change tout, c'est cette finale. L'affaire algérienne a été jugée assez sérieuse par la Confédération africaine pour qu'elle la transmette à l'étage du dessus, la FIFA. Et là, on ne joue plus dans la même cour. Plus du tout. Le dossier arrive sur le bureau de la commission d'arbitrage dirigée par une légende, l'Italien Pierluigi Collina. Collina, l'incarnation de l'autorité arbitrale. Précisément, un homme qui a bâti sa carrière sur une image d'intégrité absolue. Et il a donc ouvert une enquête sur Pierre Atcho. La performance de ce dernier pendant la finale, vue par des centaines de millions de gens, ne fait qu'alourdir son cas de manière spectaculaire. Ce n'est plus juste la parole des Algériens contre la sienne. Non, c'est sa propre prestation dans le match le plus important du continent qui devient la pièce à conviction numéro 1 contre lui. Donc pour résumer, on a une finale explosive, une victoire sénégalaise arrachée dans l'adversité et un scandale d'arbitrage qui remonte jusqu'au sommet du football mondial. C'est ça. Et il faut aussi garder une pensée pour le Maroc. L'échec est terrible. À domicile, après 50 ans d'attente, ce qui devait être une fête historique s'est transformé en traumatisme national. Un sentiment d'inachevé, j'imagine. D'inachevé et d'amertume. Ce sera très, très long à digérer. Et toute cette soirée, au final, elle laisse une question en suspens, bien au-delà du foot. Quand la technologie, censée garantir l'équité, devient un instrument de suspicion, et que la méfiance est telle qu'on se prépare à l'injustice avant même le coup d'envoi. Est-ce que le problème vient encore de l'erreur d'un seul homme ou des structures de pouvoir qui permettent ce genre de dérive? À ce niveau, le sport est-il encore vraiment un sport, ou juste le prolongement des jeux d'influence qu'il régissent?